Je m'appelle Laurent Balesta, je suis biologiste de formation, mais surtout plongeur photographe. Le projet Gombessa, c'est aller à la rencontre du sélacanthe, ce poisson venu un peu de la nuit des temps, qui est le lointain cousin du premier vertébré qui est sorti de l'eau et qui a engendré tous les animaux terrestres à quatre pattes jusqu'à l'homme. C'est un poisson que l'on croyait disparu depuis plus de 65 millions d'années et qui est réapparu au milieu du XXe siècle et puis ensuite qui a livré ses secrets au goutte à goutte. On a eu un spécimen en 1938, le deuxième spécimen il a fallu attendre 1952 et c'était toujours que des animaux pêchés, des animaux morts. Et il a fallu attendre 2000 pour qu'un plongeur sud-africain, Peter Timm, découvre un site où les sélacanthes étaient un petit peu moins profonds que l'on croyait. C'est-à-dire la zone des 120 mètres. Et il a fallu attendre 10 ans de plus pour que, avec mes copains, je me sente capable et prêt de relever le défi parce que c'est des plongées qui sont quand même très engagées. L'idée, c'était pas d'y aller et de dire on l'a fait, c'était d'y aller et ramener quelque chose, ramener des images de qualité. Et d'ailleurs, il fallait aussi bien progresser en termes de technique de plongée, il nous a fallu toutes ces années-là. Mais il a fallu aussi que les appareils photo évoluent parce que voilà, ces profondeurs-là, il reste moins d'1% de la lumière de la surface. Et mon but, c'est pas d'arriver avec des centaines de watts et d'éclairer quelques mètres carrés où il y aurait cet animal mythique. C'est bien de remettre cet animal dans son univers, dans cette lumière si particulière, hélas très faible, mais présente. Et pour restituer ces lumières très faibles, il fallait aussi des appareils qui soient capables de le faire. Et donc on est parti avec des Nikon D4, avec ces capteurs ultra sensibles, jusqu'à force d'incrément, on monte à l'équivalent de 200 000 ISO, donc c'est magique. Donc en fait, on voit mieux qu'à l'œil nu. Combien de fois, au fond, je me suis surpris à moi pas être capable de bien comprendre le paysage qui est autour de moi, à faire une photo et lire mon paysage mieux sur le moniteur à l'arrière de l'appareil que ce que je voyais à travers mon masque. Donc c'est quand même un comble. Ce que je voulais faire cette année 2013, à la différence de 2010, c'était précisément rajouter une dimension scientifique. En 2010, j'avais deux satisfactions. La satisfaction du plongeur, on venait de faire une plongée très difficile, que personne n'avait pu faire avant, et puis on avait fait des images que personne n'avait fait avant non plus. Donc il y avait cette double satisfaction. Mais il y avait une frustration d'un point de vue scientifique parce que qu'avions-nous apporté à la connaissance de l'animal? Pas grand-chose. Donc c'est pour ça que j'étais allé voir les paléontologues et les spécialistes au muséum à Paris, les spécialistes du sélacanthe, et eux ont élaboré un protocole qu'on a appliqué au fond. Une des choses les plus intéressantes et les plus compliquées à mettre en œuvre, c'était étudier le mouvement de ces nageoires, qui sont si particulières, puisque ce sont des nageoires qui sont pédonculées, qui ont comme un petit avant-bras avant la nageoire, qui est l'amorce de ce qui va devenir donc les pattes des animaux terrestres. L'idée des chercheurs, c'était de filmer à haute vitesse, avec des caméras à 1000 images secondes, les mouvements de ces nageoires et de les filmer avec deux axes différents. On a fait quelques prélèvements génétiques qui, j'espère, pourront peut-être permettre de savoir si les individus qu'on a échantillonnés sont de la même famille, par exemple. Est-ce qu'il y a un instinct grégaire familial? Est-ce qu'au contraire, ce sont des animaux très différents? Et enfin, tout à la fin de l'expédition, j'ai réussi à placer une balise acoustique sur l'un d'entre eux. Et c'est une balise qui va enregistrer les déplacements de l'animal pendant 9 mois. Et malheureusement, ces informations, on ne les a pas en temps réel, puisque aucun signal GPS ne traverse ne serait-ce qu'un mètre d'épaisseur d'eau. Donc à 120 mètres, a fortiori, on ne peut pas avoir les informations. Le 13 février 2014, à minuit, la balise va se décrocher d'elle-même du dos de l'animal et devrait rejoindre la surface. Et à ce moment-là, envoyer toutes ces informations via le satellite Argos et on récupérait toutes ces informations. Donc, voilà. Le seul doute, c'est que si cette nuit-là, le sélacanthe ne sort pas de sa grotte, la balise va se décrocher du dos de l'animal, mais les informations vont remonter et se bloquer sous un plafond d'une grotte.
et elle se sera perdue pour toujours. Et c'est les risques de cette manip. Toutes ces plongées et cette expédition, le public pourra le découvrir à travers plusieurs médias. D'abord un film sur Arte, un prime time qui devrait passer mars ou avril 2014, la date n'est pas encore arrêtée. Et puis un livre également qui sortira aussi en début 2014, qui reprendra les meilleures images de ces deux expéditions. Et puis il y aura un webdoc produit par France Télévisions qui va tenter de reconstruire une plongée et une descente vers le canyon, aller à la rencontre de l'animal et qu'on se sente en quelque sorte à la place du plongeur. Ce projet, il arrive à son terme, bien sûr, mais en même temps, c'est aussi un début. En poursuivant le Sélacanthe, on s'est surtout aperçu du potentiel énorme qu'il y a à ces grandes profondeurs, que ce soit en termes de découverte animalière, mais que ce soit aussi en termes de prise de vue. À tous les niveaux d'ailleurs, la prise de vue purement animalière, il y a énormément de créatures qui n'ont jamais été illustrées à ces profondeurs-là. Donc ça, c'est déjà hyper motivant. Et puis il y a un univers, une ambiance qui n'a jamais pu être illustrée parce que les appareils photo jusqu'à présent ne le permettaient pas et que désormais avec les capteurs ultra sensibles, on peut mettre en lumière le monde des ténèbres.